Le téléphone sonne et Justine Water décroche. Son mari, Tom, en voyage d'affaires depuis quelques jours, lui a laissé un message. Elle déverrouille son téléphone et le lit. Le message disait « Je n'ai plus rien à faire ici. Maintenant, je rentre. Le restaurant a réservé une table pour le dîner à 19 h. Je te verrai là-bas. Santé pour notre anniversaire. » Il n'y avait pas d'émojis sentimentaux ni de mots d'amour. Elle n'en fut pas particulièrement surprise. Tom avait été distant ces derniers temps pour des raisons qu'elle n'arrivait pas à cerner. « À plus tard », répondit Justine. « À notre anniversaire de mariage. Je te chéris. » Espérant une réponse, elle posa le téléphone sur la table de nuit et envoya le message. N'importe quoi. S'il y avait eu une réponse, tout aurait été parfait. Justine jeta un coup d'œil à l'horloge et réalisa qu'elle avait juste le temps de se préparer avant de rencontrer son mari. Avec un gémissement, elle sortit du lit et se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche avant leur rendez-vous. « Qui était-ce » demanda Jake Carter, avec qui elle venait de passer les dernières heures. « Mon mari » répond Justine. « Il est sur le chemin du retour. Il a déjà réservé une table pour nous ce soir. Nous sommes ensemble depuis 5 ans. » « C'est votre 5e anniversaire » demande Jake. « Vous avez dit qu'il était retourné dans l'Est, n'est-ce pas ?»« Oui » dit Justine. « Il y était. Apparemment, il a tout terminé avant la date prévue. Il faut que j'appelle ma mère pour voir si elle est d'accord pour garder le petit Jacob un peu plus longtemps. » Jake sourit d'un air malicieux. « D'accord, alors retourne te coucher. Nous pourrons peut-être faire une petite surprise à Tom. » Sur ce, Justine ricana. « Il faut vraiment que je me ressaisisse, Jake. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien. Heureusement, j'ai des vêtements propres ici. Je ne peux pas mettre ce que je portais tout à l'heure, ils sont tachés et froissés. »« Tu crois qu'il sait pour nous ?» demanda Jake. Justine secoue la tête. « Non, je ne pense pas. Il a été tellement occupé par son travail ces derniers temps. Il y consacre presque tout son temps. Il me parle à peine, et il ne passe pratiquement pas de temps avec le bébé. C'est comme s'il était dans un monde complètement différent. »« Combien de temps prévoyez-vous de le laisser dans l'ignorance ?» demande Jake. Justine haussa les épaules. « Difficile à dire. Il se débrouille bien. S'il voulait être père, je suis sûr qu'il serait un excellent père. Peut-être même qu'il se doute que le petit Jacob n'est pas le sien. Si c'est le cas, il n'a rien dit. J'ai du mal à croire qu'il ait laissé passer une telle chose sans m'en parler. »« Eh bien, » dit Jake, « je serai là si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Justine lui sourit, sa petite silhouette étant maintenant perchée sur sa cuisse droite. « Garde-le au chaud pour moi, d'accord » dit-elle avec un sourire malicieux. Il lui rendit son sourire. « Tu l'auras, bébé. » Justine se dirigea vers l'armoire et en sortit une nouvelle robe. Elle fut frappée de constater qu'une grande partie de sa garde-robe était rangée ici plutôt que dans l'armoire qu'elle partageait avec son mari. Elle examina la robe qu'elle avait choisie, essayant de se rappeler si Tom l'avait déjà vue. Elle était bleue, avec un décolleté profond et sensuel, tombant à environ 7 cm au-dessus du genou. Elle soupçonnait fortement qu'il l'avait vue. Si ce n'était pas le cas, elle lui dirait simplement qu'elle l'a acheté récemment. Déterminée à effacer toute trace de Jake avant de rencontrer Tom, Justine appela sa mère, puis entra dans la salle de bain pour prendre une douche chaude. Lorsqu'elle avait commencé sa liaison avec Jake il y a 16 mois, elle s'était fait une promesse, elle ne manquerait jamais de respect à son mari en le laissant la toucher alors qu'il portait encore l'essence de Jake ou en lui accordant moins que toute son attention. Jake l'avait compris au début, mais depuis la naissance du petit Jacob, il y a un peu plus de 3 mois, il l'avait poussé à laisser Tom la nettoyer. Justine refusait. Elle trouvait l'idée dégoûtante et non civilisée, un manque de respect auquel elle ne s'abaisserait pas. Le fait qu'elle ait donné naissance à l'enfant de Jake était déjà assez grave, mais elle ne franchirait jamais cette limite. Après sa douche, Justine s'habilla, mit du rouge à lèvres et brossa ses longs cheveux noirs jusqu'à ce qu'ils tombent exactement comme elle le voulait. Elle était satisfaite de son apparence et de son odeur. Elle embrassa Jake en guise d'au revoir, persuadée de pouvoir passer l'examen minutieux de Tom. « Je te verrai au travail demain, » dit-elle. Il la regardait de haut en bas. « Bien sûr, ma chérie. Mais le devoir m'appelle ce soir. » Elle prit son sac à main et sortit de la pièce. Assis dans son escalade garée en face du restaurant, Tom Water tira une bouffée de sa cigarette.
L'un de ses enquêteurs privés venait de lui envoyer un message confirmant que Justine avait quitté l'opulent condominium de Jay Carter, où elle vivait avec son amant depuis près de 18 mois. Il jeta un coup d'œil à la photo de l'enquêteur, où elle portait une robe bleue. Naturellement, Tom n'avait jamais vu cette robe auparavant, et ce n'était pas celle qu'elle avait portée chez Carter. Cela ne le surprenait pas, Justine avait raison sur un point. Tom était rentré un jour plus tôt, bien qu'il ait été dans l'Est. Il avait été spécifiquement informé que son système de sécurité présentait une faille importante qui nécessitait une attention immédiate. On lui a tout de suite dit que s'il ne s'en occupait pas, il le ferait. Il, bien sûr, faisait référence à une agence fédérale dont l'existence même était interdite au public. Tom se souvient de l'anxiété qu'il avait ressentie dans le bureau du borgne, connu sous le nom d'Alpha. Tom ne faisait pas partie des rares personnes autorisées à connaître le véritable nom de cet homme. L'homme avait dit, « Vous avez un sérieux problème, Water », avec une inclinaison de la tête qui rappelait à Tom l'acteur qui avait autrefois incarné Moïse. Et quand vous avez un problème, nous en avons tous un. Réglez ça tranquillement, ou je le ferai. Oui, monsieur, avait répondu Tom. Il était suffisamment intelligent pour savoir que c'était la seule réponse acceptable pour Alpha. Il savait aussi qu'Alpha n'avait aucun scrupule à éliminer des gens. La rumeur disait qu'Alpha avait déjà détruit une propriété entière sur une plage, avec tous ceux qui s'y trouvaient. Tom frémit à cette idée. D'après Justine, Tom n'était qu'un vendeur itinérant bien connu qui sillonnait le pays pour proposer des systèmes de sécurité aux entreprises désireuses d'améliorer leur défense. Mais ce n'était là qu'une fraction de ce qu'était Tom. Certes, il vendait et supervisait l'installation d'équipements de sécurité, mais son rôle allait bien au-delà. Des circuits spéciaux intégrés dans les équipements qu'il vendait et installait permettaient aux moniteurs d'Alpha d'observer presque tout ce que faisaient ces entreprises, des clients qu'elles recrutaient à la manière dont elles dépensaient leurs revenus. Et Tom savait que sa femme depuis 5 ans, Justine, était le problème auquel Alpha avait fait référence. Enfin, depuis 5 ans. Depuis 18 mois, elle entretenait une liaison tumultueuse avec Jay Carter, un associé principal du cabinet d'avocats où elle travaillait comme assistante juridique. Les fréquents déplacements professionnels de Tom l'avaient tenu dans l'ignorance de l'étendue de cette liaison jusqu'à une date récente. Pourtant, il pressentait depuis un certain temps qu'il y avait des problèmes entre eux. Lorsque Tom a découvert la liaison, Justine avait déjà annoncé sa grossesse. Selon l'avocat qui l'a consulté, aucun juge de l'État n'envisagerait de prononcer le divorce alors que Justine était enceinte. Indépendamment de l'accord prénuptial qu'ils avaient tous deux signé, Tom aurait dû verser une pension alimentaire si l'enfant s'avérait être le sien. La seule chose dont il n'avait pas à se soucier était la maison, qui lui appartenait avant le mariage. Tout au long de la grossesse, Tom a serré les dents et n'a rien dit, gardant à peine son sang-froid lorsqu'elle a nommé le garçon Jacob, du nom de son père biologique. Peu après la naissance de l'enfant, Tom a effectué un test ADN. La confirmation que l'enfant n'était pas le sien n'est pas une surprise. Tom jette un coup d'œil à sa montre et sait que Justine va bientôt arriver. Il aperçut une femme portant une mallette et un homme vêtu d'une veste kaki à la porte du restaurant et comprit qu'ils étaient là pour lui. Il gara sa voiture et traversa la rue. Avec un léger signe de tête aux deux personnes à la porte, il saisit son éternel porte-document et se dirige vers l'intérieur. Après un bref échange avec la femme à l'entrée, Tom s'installa dans une cabine d'angle. Dans une autre cabine, à portée de voix, se trouvaient la femme et l'homme en kaki. Après avoir remercié la serveuse pour l'eau, Tom commença à consulter le menu. Il le mit de côté lorsque Justine arriva à la table. Elle se glissa dans la cabine en face de lui et il se leva brièvement. « Bonsoir, Justine, dit-il d'un ton neutre. Tu es très belle ce soir. » Merci, Tom, a-t-elle répondu avec un sourire. Je ne me souviens pas que vous ayez déjà vu cette robe. Elle est neuve. Oui, je l'ai achetée récemment. Elle te plaît? Oui, je l'aime bien. Il fait vraiment ressortir vos yeux, dit-il en lui adressant un petit sourire. Alors qu'ils finissaient de passer leur commande, de la musique commença à retentir dans une autre partie de l'établissement. L'établissement n'est pas seulement un restaurant, il dispose également d'un bar à cocktail et d'une piste de danse. On dirait qu'il joue notre chanson, remarque Justine. Tom savait qu'elle faisait allusion à son désir de danser. Qu'est-ce que ça peut bien faire, se dit-il. Même si c'était leur dernier anniversaire, c'était toujours le leur. Voulez-vous danser, demanda-t-il en se levant. Justine lui tendit la main. Ça ne me dérange pas. Tom lui prend la main et l'entraîne sur la piste de danse.
Pendant qu'ils dansaient, Justine ne put s'empêcher de remarquer que Tom gardait une légère distance entre eux, comme s'il pouvait à peine se résoudre à la toucher. À la fin de la chanson, il la ramena vers la cabine. Les plats sont arrivés et ils ont commencé à manger. Tom, quelque chose ne va pas, demanda Justine. Tu sembles si distant. Nous fêtons notre anniversaire. En effet, dit Tom. Le problème, c'est qu'on a l'impression que votre robe est restée longtemps dans le placard de Jay Carter et que, malgré tous vos efforts, vous n'avez pas réussi à vous débarrasser complètement de sa puanteur. Et malgré tous vos efforts, vous n'avez pas réussi à débarrasser complètement votre corps de sa puanteur. Quoi, demande Justine, offensée par le ton de Tom. Jay Carter? Tu es sérieux? Elle tente, en vain, de détourner son attention. En effet, remarqua Tom avec désinvolture. Vous connaissez Jay Carter, l'un des associés principaux du cabinet d'avocats où vous travaillez. Bien sûr, je le connais, dit Justine avec cynisme. J'espère bien, répond Tom. Tu as été dans son lit assez longtemps, après tout. Et c'est le père biologique du petit Jacob. Qu'en dis-tu? C'est ridicule, objecte-t-elle. Je ne vais pas rester là à t'écouter me parler comme ça. Tom ouvre sa mallette et dit, oh, tu vas t'asseoir. Après tout ce que vous avez fait au cours des 16 derniers mois, vous allez vous asseoir et absorber toutes les informations que j'ai choisi de partager avec vous. Quoi? Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Oh, vous comprenez, dit-il en jetant un morceau de papier devant elle. Commençons par ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat du test ADN de votre enfant. Il prouve que Jacob n'est pas mon fils. Et sur la page suivante, un autre test ADN confirme que le père n'est autre que Jay Carter, votre amant, d'après qui vous avez nommé Jacob. Comment avez-vous obtenu l'ADN de Jay? Demanda-t-elle, confuse. C'est simple. Au moins 3 nuits par semaine, vous le rameniez à la maison avec vous. Mais ce n'est pas tout. Il sort un épais dossier qu'il pose sur la table. Qu'est-ce que c'est? Un enregistrement de tous les messages électroniques, textes et courriels échangés entre vous et Jay au cours des 16 derniers mois. Même si je déteste te le dire, la vie privée n'existe pas sur Internet. D'accord, dit-elle. Je l'admets. J'ai eu une brève aventure avec Jay, mais c'était juste physique. Ça ne voulait rien dire, rien du tout. C'est vrai? Descendez jusqu'au passage que j'ai marqué à la page 75, à peu près à la moitié. Dites-moi ce que vous voyez. Elle feuilleta les pages jusqu'à ce qu'elle trouve celle que Tom avait mentionnée. Alors qu'elle lisait ses propres mots à Jay, son visage devint pâle. Je suis en train de le lire, a-t-elle marmonné. À voix haute, demanda Tom. Je veux t'entendre dire ce que tu lui as écrit. Après avoir dégluti difficilement, elle se retourna vers la page et commença à lire, la voix tremblante. S'il vous plaît, ne m'obligez pas à faire ça, supplie-t-elle. Tu le feras, ou je le ferai. Et je me fiche de savoir qui m'entendra si je dois le faire. Justine se tourna à nouveau vers le journal et commença à lire les passages marqués, les larmes coulant sur ses joues. J'aime la façon dont tu me traites. Au cours des 16 derniers mois, je n'ai jamais été aussi heureuse. J'ai tellement hâte que nous ayons un autre enfant ensemble. Elle a continué, la voix brisée, j'ai hâte que tu sois en moi la prochaine fois. J'aime ta taille plus que celle de Tom. Je ne me souviens pas que tu m'aies jamais parlé comme ça pendant toute la durée de notre mariage, remarque froidement Tom. As-tu autre chose? Demande-t-elle nerveusement. Oh, oui, j'ai des enregistrements audio, des vidéos et des photos. J'ai des enregistrements audio, vidéos et des photos. Des heures et des heures d'images. Vous devez vraiment me détester, dit Justine. En effet, je le déteste, a répondu Tom. Elle leva les yeux, surprise, comme si elle avait reçu une gifle. Autrefois, j'aurais pris une balle pour toi. Depuis combien de temps le sais-tu? Avant même que tu me dises que tu étais enceinte, j'avais des soupçons. J'ai fait des recherches et j'ai rassemblé suffisamment de preuves pour respecter les termes de notre contrat de mariage. Mais lorsque j'ai consulté un avocat, tu m'avais déjà dit que tu étais enceinte. L'avocat a été clair, aucun juge n'envisagerait un divorce, une pension alimentaire ou quoi que ce soit d'autre avant la naissance du bébé. Mais maintenant que Jacob est là, j'ai plus de preuves qu'il n'en faut pour aller de l'avant. J'ai demandé le divorce pour cause d'adultère. Tom fit signe à 2 personnes assises à une table voisine de se lever et de s'approcher. Ils se levèrent et s'approchèrent.
Ce monsieur a quelque chose pour vous, dit Tom. Mademoiselle Justine Water, demanda l'homme. Oui, murmure Justine. L'homme place un paquet volumineux devant elle. Vous avez été servi. Servi, demande Justine, les larmes coulant sur son visage. Oui, dit Tom en lui tendant un stylo. Jetez un coup d'œil au papier du divorce. Ils correspondent exactement à ce que nous avons convenu dans l'accord prénuptial. Si vous les signez maintenant, je suis prêt à vous remettre un chèque de banque de 2039,45 $, le montant exact que vous aviez lorsque nous nous sommes mariés. Tu n'as pas besoin de demander plus. Je suis déjà au courant de votre petite caisse noire secrète. C'est à toi de la garder. Toutes tes affaires ont été envoyées chez ta mère. En effet, poursuit Tom. Elle est profondément déçue par toi, d'ailleurs. Pour le bien de Jacob, pas pour le tien, elle a accepté que tu restes avec elle jusqu'à ce que tu trouves un endroit à toi. Mais je ne veux pas divorcer, plaide Justine. Je t'aime. Justine, je t'en prie, dit Tom d'un ton sec. N'insulte pas mon intelligence. Écoute. Il sort son téléphone et diffuse l'enregistrement de la conversation qu'elle a eue avec Jay. Le son de sa propre voix émanant du téléphone de Tom lui fit écarquiller les yeux de stupeur. Comment as-tu eu ça, demanda-t-elle. Il faudrait que je te tire dessus tout de suite, mais je te le dirai. Même si je vous déteste en ce moment, je ne pense vraiment pas qu'il serait éthique de refuser au petit Jake quelque chose de plus que sa mère. Tom répondit par un sourire froid. Pour vous, je n'étais rien de plus qu'un ticket repas et une aide-soignante, et le père de votre enfant en a grandement profité. Juste pour que vous le sachiez, votre ticket a été poinçonné. Tu n'auras plus de cadeaux, pas de ma part en tout cas. Et Jake, demanda-t-elle, la voix tremblante. Tu t'inquiètes pour mon père? Heureusement, les cas d'aliénation d'affection sont autorisés dans notre État, répondit froidement Tom. Ils sont en train de l'inculper. Cela peut ou non aboutir à quelque chose, mais c'est l'idée qui compte, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ces ennuis ne font que commencer. Vous voyez, j'ai eu une conversation avec votre associé, Hamilton Parker, aujourd'hui. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots se faire sentir. Sachant qu'un de ses associés principaux avait une liaison avec une subordonnée, je lui ai présenté mes preuves et lui ai fait part de ma désapprobation. D'autant plus que cette subordonnée, pour l'instant du moins, est aussi ma femme. Tom poursuit, le ton glacial. Outre les retombées financières potentielles, M. Parker était furieux et profondément préoccupé par le fait que les frasques de M. Carter attireraient une attention malvenue sur son entreprise. Il a promis d'en discuter avec le conseil d'administration ce soir et a reconnu qu'il serait préférable que M. Carter ne soit plus associé à la société. Il a également reconnu qu'il serait inapproprié de vous punir, d'autant plus que vous êtes la mère d'un nouveau-né. Après tout, votre patron, pour ainsi dire, était M. Carter. Et il ne voulait pas risquer d'exposer l'entreprise à un procès pour harcèlement sexuel. Il a admis qu'il serait prudent de vous garder à bord, au moins temporairement, compte tenu de vos antécédents professionnels. Mais je peux vous assurer que les problèmes de M. Carter sont loin d'être terminés, dit Tom, la voix dégoulinante. Que savez-vous vraiment de votre partenaire, demanda Tom, le regard perçant. Le connaissez-vous vraiment? De quoi est-ce que je parle? Je parle de ses clients, les gens avec qui il fait des affaires. Je parle de qui il est vraiment et de ce qu'il fait quand il ne vous pousse pas dans son matelas. Qu'est-ce que vous en savez? Pas grand-chose, admet-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Il ne parle pas de ces choses-là avec moi. C'est probablement mieux ainsi. Pour le dire gentiment, j'ai Carter à des clients plutôt intrigants, dit Tom, son ton s'assombrissant. Le genre de clients qui intéresse beaucoup certaines agences fédérales. Des agences qui ont le pouvoir de faire disparaître quelqu'un sans laisser de traces. Vous comprenez ce que je veux dire? Tom, tu me fais peur, murmure-t-elle. Et tu devrais avoir peur, a-t-il répliqué. As-tu assez peur pour ne pas t'approcher de Jay Carter? Parce qu'il va tomber, et si tu es près de lui quand ça arrivera, tu tomberas aussi. Tom, qui es-tu? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Vraiment? Répond-il en faisant un signe de tête vers les papiers qui se trouvent devant elle. Mettez fin à cette mascarade, Justine, et signez les papiers. Je crois que j'en ai déjà trop dit. Il se rapproche, sa voix est froide et inflexible. De plus, votre clé de maison ne fonctionne plus et votre carte de crédit a été annulée. Pendant que tu étais avec Jake aujourd'hui, j'ai changé les serrures.
Tu n'as plus accès au compte en banque, je m'en suis occupé. Mais cela ne devrait pas être un problème pour vous, n'est-ce pas? Après tout, tu as caché la moitié de tes gains sur un compte personnel secret. Ou bien pensiez-vous que je n'étais pas au courant? Elle le fixe, stupéfaite. Vous saviez tout? Tom haussa les épaules d'un air indifférent. Vaincue, Justine jette un coup d'œil sur les documents du divorce et constate qu'ils sont exactement comme Tom les a décrits. Elle prit le stylo, hésita un instant, puis signa de son nom. Tom accepta le stylo avec un sourire et examina les documents. La femme qui l'accompagnait a authentifié les documents signés, tandis que l'huissier de justice était témoin des signatures. Tom a rendu les documents à l'homme, qui a dit « Je vais m'assurer qu'ils parviennent à votre avocat, Monsieur Water. » « Merci », a répondu Tom. Une fois qu'ils sont partis, il se retourne vers Justine. « Je pense que vous devriez lui remettre vos bagues, dit-il froidement. « Dois-je le faire ? » « J'aime ces bagues, protesta-t-elle, la voix brisée. « Pas assez, apparemment, pour rester en dehors du lit de G. Carter, rétorque Tom. Les larmes aux yeux, Justine enlève les bagues et les pose sur la table. Tom les empoche et prend la parole une dernière fois. « Je crois que nous avons terminé. Un dernier mot ? Quelque chose d'autre à dire ? » « Pourquoi, demande-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Pourquoi as-tu fait ça le jour de notre anniversaire ? As-tu la moindre idée de l'humiliation que cela représente pour moi ?» L'expression de Tom se durcit. « Tu n'as aucune idée de l'humiliation que j'ai ressentie en découvrant que tu me trompais depuis le début. Ou ce que j'ai ressenti en découvrant que Jacob n'était pas mon fils. Ou ce que j'ai ressenti le jour de notre anniversaire quand j'ai appris que tu avais couché avec Carter. N'essaie même pas de me culpabiliser, Justine. Nous en avons fini. Terminé. Adieu. Je ne veux plus jamais voir ton visage. » Après avoir dit cela, il retourna à son repas sans même jeter un coup d'œil à Justine qui s'essuyait le visage. La serveuse s'approcha et demanda comment tout allait. « En effet, » répondit Tom avec désinvolture. « Comme d'habitude, le repas est excellent. » Il ajouta, « Laissez-moi m'occuper de l'addition, et je crois que la dame prendra son dîner à emporter. »« Oui, monsieur, » dit la serveuse avant de s'éloigner pour aller chercher une boîte à emporter pour Justine. Quelques minutes plus tard, elle revient et emballe soigneusement les restes de Justine dans un conteneur en polystyrène. Pendant que Justine rassemblait ses affaires, Tom tendit sa carte de crédit à la serveuse pour régler l'addition. Une fois la transaction terminée, Justine se tourne vers Tom. « C'est tout ce qu'il y a à faire ?» demande-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. Tom la repousse d'un geste dédaigneux. « C'est tout ?» dit-il. Justine est stupéfaite de la désinvolture avec laquelle il l'a mise de côté. « Je suis désolé, Tom » commence-t-elle, mais avant qu'elle ne puisse continuer, il lève les yeux de son assiette. « Eh bien, remarqua-t-il sèchement, nous sommes tous les deux d'accord sur ce point. Maintenant, profitez de votre journée. » Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire, « Dis bonjour à ta mère de ma part. »« Oh, et bon anniversaire !» Les larmes aux yeux, Justine s'enfuit de la table, incapable de comprendre avec quel calme son mari venait de la mettre de côté comme si elle n'était rien. Tom, imperturbable, retourne à son repas. Quelques clients à proximité lui jetèrent un regard dédaigneux, mais il se contenta de hausser les épaules et de leur adresser un sourire. À l'extérieur, il paraissait calme et serein. Pourtant, à l'intérieur, il était émotionnellement brisé. Après 5 ans, il avait au moins dépassé le pire. Les jours suivants se déroulèrent sans incident, mais non sans difficulté. Ce n'était pas facile. Traiter Justine de la sorte le peinait profondément, car il l'avait autrefois aimée sincèrement. Pourtant, il pensait que c'était mieux que de s'en prendre à elle comme il avait été tenté de le faire. Un jour, il entendit frapper à sa porte d'entrée. À l'étage, dans sa chambre principale, il jette un coup d'œil par la fenêtre et remarque la voiture de sport de Carter garée dans l'allée. Anticipant ce genre de situation, Tom avait mis à jour son système de sécurité à la suggestion d'Alpha. Il descendit et ouvrit la porte. G. Carter se tenait là, et il était furieux. Carter est entré en trombe, obligeant Tom à reculer d'un pas. « Vous êtes un vrai salaud », cracha Carter. « Justine ne veut même pas me parler, et tu m'as fait virer. Je vais te tuer, espèce d'ordure sans valeur. » Son visage rougit de rage tandis qu'il hurle. Il se rapprocha de Tom jusqu'à ce que, soudain, 15 petits points rouges apparaissent sur sa chemise. Avertissement. Intrusion détectée,
hurla une voix électronique provenant de haut-parleurs encastrés dans les murs. Restez où vous êtes. Qu'est-ce que c'est que ça, hurle Carter, les yeux écarquillés par la panique. Il leva les mains comme pour essayer d'effacer les poings. Puis, avec un bruit de fusil pneumatique, 15 fléchettes tranquillisantes frappèrent son torse. Sous le choc, Carter regarde les fléchettes qui sortent de sa poitrine. Il tendit faiblement la main, mais son corps s'effondra sur le sol et ses yeux se révulsèrent. Tom décroche calmement son téléphone et dit, « Carter, je ne pense pas que tu tueras quelqu'un aujourd'hui. » Il toucha une icône sur son écran et une voix masculine répondit. « Opérateur 121. »« Nettoyage dans l'allée 15, » dit Tom. « Compris, » répond l'homme. Le système de sécurité rétracta les lanceurs de fléchettes dans le plafond et les panneaux se refermèrent, ne laissant aucune trace de ce qui venait de se passer. Tom se permit un petit sourire, satisfait que le nouveau système ait fonctionné comme promis. Quelques minutes plus tard, une camionnette blanche banalisée s'arrête dans l'allée. Une équipe d'hommes vêtus de combinaisons anti-VEC en sort, évacuant rapidement le corps inconscient de Carter de la maison. L'un d'eux s'empare des clés de Carter et repart dans la voiture de sport. En quelques minutes, la camionnette et la voiture ont disparu. Tom referme la porte et poursuit sa journée comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, alors que Tom sortait d'un café local, un mocha au caramel à la main, un grand homme vêtu d'un costume sombre et portant des lunettes de soleil s'est approché de lui dans la rue. « Monsieur Water », dit l'homme à voix basse, « Alpha One veut vous parler. »« Maintenant. »« D'accord », répond Tom, un peu décontenancé par le ton de l'homme. L'homme le conduisit jusqu'à une limousine noire élégante garée sur le trottoir et ouvrit la porte arrière. Tom monta à l'intérieur et la porte se referma derrière lui. « Heureux de voir que vous êtes toujours libre, Water », dit Alpha alors que le véhicule se mettait en marche. « En effet, monsieur », répondit Tom. « J'ai été très occupé. » Alpha pose une main chaleureuse sur l'épaule de Tom et sourit. « S'il te plaît, Tom, dit-il, quand nous serons seuls, tu pourras m'appeler Régis. Je voulais vous informer de la situation de monsieur Carter. Il chante comme un canari. »« Merci, Régis, dit Tom. »« Alors, il nous donne toutes les informations dont nous avons besoin ? » ?»« Oui, confirme Régis. »« Il coopère pleinement. Cependant, entre les fléchettes tranquillisantes de votre système de sécurité et le sérum que nous avons utilisé pour extraire les informations, son cerveau semble s'être transformé en compote de pommes. Pour l'instant, il gazouille comme un oiseau dans une cage en métal. »« Oh, dit simplement Tom. » Régis tendit l'enveloppe à Tom après l'avoir sortie de la poche de sa veste. « Nous avons réussi à conclure un accord à l'amiable avec lui avant qu'il ne devienne trop incapable de signer son nom, expliqua Régis. Il a accepté bien plus que ce que vous vouliez au départ parce qu'il était tellement soulagé d'être en vie. »« C'est bon à entendre, répondit Tom. Régis ajoute, « Au fait, je veux que vous sachiez que votre nouveau système m'a vraiment impressionné. Je suis content que vous n'ayez pas choisi le 0, surtout maintenant que Carter nous a donné ce dont nous avions besoin. Après tout, j'ai recommandé des pistolets à chaîne de calibre 50. »« Moi aussi, dit Tom. Ma moquette vient d'être nettoyée. » Cette remarque fait rire Régis. « Avez-vous entendu parler de Justine ?» demande Tom. « En effet, répondit Régis. Elle a repris le travail, mais son patron, Monsieur Parker, la surveille de près. Lui as-tu déjà dit pour qui tu travailles vraiment ? » Non, Régis. Je ne l'ai jamais fait, dit Tom. Régis acquiesce. Il l'avait déjà su grâce à son équipement de surveillance, mais il voulait l'entendre directement de la bouche de Tom. Bien, remarqua Régis. J'aimerais que vous veniez au quartier général une fois votre divorce prononcé. Je veux vous présenter à votre nouveau compagnon. Compagnon, demande Tom en haussant un sourcil. Je n'ai jamais eu besoin d'un partenaire auparavant. Il y a un début à tout, tu ne crois pas, Tom ? En effet, monsieur. Je suppose que oui, répond Tom. Bien, dit Régis. Alors j'ai hâte de vous voir. Moi aussi, Régis, répondit Tom. La réunion s'acheva lorsque la porte s'ouvrit. Tom sortit de la limousine et regarda le grand homme se glisser dans le siège du conducteur. Alors que la voiture s'engageait dans la circulation, Tom ne pouvait s'empêcher de se demander ce que Régis lui réservait.